Alors là, on se trouve au sommet du petit rocher d'Agadima. Agadima, c'est un petit piton rocheux qui aujourd'hui en tout cas occupe un peu le milieu de la plaine dans le bassin de Zwaïchala. Si on fait un petit panoramique autour de nous, bah, tu vois en arrière-plan de moi là, on devine la Bulbula qui serpente entre au nord les eaux du lac Zwaï et au sud les eaux d'Abiyata. Je pense que si tu zoomes peut-être vraiment dans le fond, là-bas on doit voir une petite bande, parfois avec des arbres, et puis surtout on voit des canyons, des amorces de canyons. En fait là on est dans la Bulbula en arrière-plan de la route, je ne sais pas si on le voit d'ici mais c'est pas très grave. Et derrière évidemment au second plan on a la Loutou qui domine le paysage. Ce piton d'Agadima, il nous intéresse parce que en tout cas lors des transgressions, les dernières transgressions lacustres, même a priori lors de la dernière grande transgression du Macro Lake du début de l'Holocène, il a toujours été hors d'eau. Donc il a toujours fonctionné comme une île ou comme une presqu'île. Ça sera regardé très près d'après les niveaux lacustres, mais en tout cas, de toute façon, il a jamais été immergé au cours des transgressions dernières. Peut-être l'a-t-il été bien plus anciennement, même c'est très probable, lors des transgressions plus anciennes, peut-être lors de l'Hyper Lake, ça on reverra avec Laurent, mais grosso modo, pour les périodes qui nous intéressent, en tout cas, il a toujours été hors d'eau. Donc ça nous intéressait, ceci d'autant plus qu'entre la pointe est du rocher d'Agadima qui est là-bas, nous là, en gros on est à la pointe ouest en ce moment, c'est là qu'on filme, et la pointe est qui est là-bas, et les contreforts de la Loutou en face, en fait c'est le détroit à l'échelle de tout le bassin de Zwaïchala. En tout cas au moins entre le secteur Zwaï au nord et le secteur Abiyata-Langano au sud. Ça veut dire que si au moment des hauts lacs, on peut penser que si les gens voulaient traverser le lac en est-ouest, bah, c'était le point le plus court pour traverser le lac entre ce rocher et relié sans doute par une péninsule derrière aux collines de Oiseau, de Macho. Tu pourras faire aussi un panorama dans l'autre sens après, même si là tu vas prendre le soleil en pleine poire. Mais derrière nous, en fait, on voit dominer les collines de Macho et de Oiseau. Donc là, ça permet de relier Macho-Oiseau jusqu'à ce rocher et ensuite de traverser le petit bras de lac qui pouvait jusqu'au contrefort de la Loutou, en tout cas lors des moments de transgression lacustre. Donc ça nous intéressait par sa position géographique. Ça nous intéressait aussi ce rocher d'Agadima par le type de contexte géomorphologique qu'il livre, puisque là sur ce rocher on a de très nombreux abris. On ne les a pas dénombrés, mais il y en a je sais pas, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'abris qui sont sur toute la périphérie, en particulier sur le flanc nord. Il y a même quelques grottes. Alors ça, on les reverra tout à l'heure, donc on sera amené à les redécrire, etc. D'ores et déjà dire que Laurent et Romain sont venus l'autre jour et ils ont parfaitement montré que ces différentes lignes de grottes et d'abris correspondent très vraisemblablement en fait à des érosions lacustres liées à la houle. Donc ça veut dire qu'on a des altitudes de creusement de ces abris et de ces grottes, en tout cas une grotte qui est à la pointe est, qu'on verra dans une prochaine archive, qui correspond vraisemblablement donc à des niveaux de houle. Donc même par rapport à nos histoires de lacs, c'est très intéressant de pouvoir localiser en altitude ces abris, et enfin spatialement en général d'ailleurs, ces abris par rapport justement aux différents niveaux de houle. Donc un contexte intéressant parce qu'il livre des grottes et des abris, donc potentiellement non seulement des occupations complémentaires de celles qu'on a à la Bulbula, parce que des occupations qui peuvent avoir eu lieu pendant que les lacs étaient hauts, alors que dans la Bulbula, par définition, les gens ne pouvaient pas y aller au moment où les lacs étaient hauts, c'est bien évidemment. Et secondo, des contextes de grottes et d'abris qui peut-être aussi correspondent à des fonctions de site ou à des types d'occupation qui, même lorsque les lacs sont bas, n'étaient peut-être pas les mêmes que ceux qu'on a dans la Bulbula. Plus l'idée aussi d'avoir donc des stratigraphies qui, du point de vue purement pédosédimentaire, apportent aussi un complément d'information par rapport à ce qu'on a en plein air dans la Bulbula. Donc plein de bonnes raisons de venir ici. Sachant qu'on n'était pas les premiers à venir et que Gallagher, dans les années 70, a déjà fait des sondages dans plusieurs endroits, notamment la grotte qui est à l'est dont on parlera, notamment un grand abri qui est lui au sud dont on parlera aussi. Ça c'est Clément qui t'en parlera le mieux parce que c'est lui qui a le plus travaillé sur les archives de Gallagher, donc ça c'est lui que tu vas interviewer pour ça. Mais il avait trouvé différentes choses mais qui n'étaient pas très excitantes, parce que c'est vrai que lui ce qu'il a trouvé manifestement c'est des contextes stratigraphiques qui n'étaient pas terribles, un peu mélangés, un peu bouleversés, avec des traces d'occupation relativement récentes. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais relativement récentes, parce que je crois que les dates qu'il a remontent toutes en gros au milieu du premier millénaire de notre ère. Ça aussi Clément te le confirmera plus précisément.
Et nous on était déjà venus et c'est vrai qu'on n'avait pas été très excités non plus parce qu'on avait eu beau tourner, on avait trouvé très peu de grottes et d'abris qui livraient du remplissage permettant d'envisager qu'il y ait de la puissance sédimentaire conservée. Parce que beaucoup de ces abris, malheureusement, comme ils ont été creusés par la houle, et ben du coup ils ont un pendage sortant parce que forcément la houle elle vient en creusant, et donc le pendage devant, je dirais, ben, c'est le pendage induit par ce mouvement de houle, ce qui fait qu'il n'y a pas de remplissage dans ces abris, même une fois que le lac évidemment a régressé. Toi t'es carrément sympa comme petit chien, regarde-moi ça, c'est pas souvent que des chiens viennent nous voir aussi sympa quoi. Et donc du coup, le tour qu'on avait fait nous avait pas beaucoup excité il y a quelques années, c'est pour ça qu'on était reparti dans la Bulbula sans poursuivre d'opération ici. Là on a décidé de s'accrocher un peu plus cette année, d'y revenir et de tenter des sondages. Et on a localisé d'abord plusieurs aires, on va dire, sur lesquelles on a fait des prospections. Et en fait, on a repéré qu'il y avait donc des abris dans la partie, on va dire, moyenne de la corniche, et qu'en dessous, il y avait beaucoup de matériel qui était présent dans la pente, montrant qu'il y avait eu des vidanges de ces abris et que du matériel avait coulé dans la pente. On a repéré 4 aires principales, enfin, il y en a 3 principales, A, B et C. Et là, en gros, on est juste à l'aplomb de la zone C qui est tournée vers le nord, qui est derrière nous, dans le secteur d'un des abris dont je vais parler dans un instant. Quant aux zones A et B, on aura l'occasion de les revoir dans de futures archives. Donc on a repéré ces 3 aires-là, on a beaucoup prospecté, on a repéré 2 abris. Un abri qui est dans l'aire A, autrement dit juste à proximité de la grotte qu'avait sondé Gallagher, ça on le verra dans une future archive, et un abri qui se trouve lui dans l'aire C, et qu'on va aller voir maintenant. Après, j'ai juste encore un tout petit mot à dire avant qu'on descende le voir, et dans lequel donc on a fait des découvertes assez intéressantes du point de vue stratigraphique. Voilà grosso modo ce qu'on a fait. Il y a aussi une aire D, puisque j'en suis là, je finis les aires, donc il y a ces 3 aires là qui sont sur le flanc nord, l'aire A qui est à l'est, l'aire B qui est grosso modo au centre, et l'aire C qui est franchement à l'ouest, mais tournée flanc nord ou franchement vers l'est pour l'aire C. On a également l'aire D qui correspond à un grand abri qui est vraiment au pied du rocher lui par contre, alors que les autres sont plutôt à mi-pente. Lui il est vraiment au pied du rocher, tourné vers le village d'Agadima, donc lui il est franchement ouvert vers le sud. Et on a une aire E qui est en fait le sommet de cette pente qui débouche sur ce petit replat qui est à quelques dizaines de mètres de moi. Là voilà, c'est droit dans cet axe. Là c'est une aire E, on a aussi ramassé quelques objets qui descendaient dans la pente. Alors justement, maintenant, puisqu'on est ici, quelques mots à dire. Là, on est sur le point le plus haut. Donc on est sur une surface résiduelle qui a connu énormément d'érosion au fil du temps, de très nombreuses érosions. Et on avait envie de... Et en fait, il y a plein de matériel en surface, du matériel récent, du matériel plus ancien, des choses qui évoqueraient presque du Middle Stone Age jusqu'à du Late Stone Age très récent, jusqu'à peut-être des industries sub-contemporaines. Tout ça est résidualisé évidemment sur cette surface, avec du matériel qui porte des traces d'altération marquées, parce que là, forcément, il y a eu une action éolienne, il y a de la résidualisation, les pièces sont transportées, il y a peut-être aussi des chocs thermiques, etc., liés aux ensoleillements, etc., etc. Donc un matériel très abîmé, et pour établir un référentiel taphonomique des pièces qu'on trouve dans l'abri en dessous, et ça j'en dirai un mot tout à l'heure, tu comprendras mieux pourquoi, on a décidé de faire un tout petit sondage ici, donc c'est un minuscule sondage de 50 sur 50 qu'on a fait là, juste pour collecter un petit peu de matériel et avoir comme ça un référentiel du type d'industrie et du type d'état de conservation taphonomique des pièces qui sont dans le pire état qu'on puisse imaginer, puisque là c'est des pièces qui sont résidualisées certainement depuis des siècles, voire des millénaires. Mais comme on est au sommet de la colline et que justement c'est les pièces qui sont ici, les occupations qui sont ici résidualisées comme elles l'ont été, ont pu dévaler les pentes et alimenter par des cônes sous forme de colluvions, entraînés par les colluvions, les abris qui sont en dessous. Et comme dans ces abris justement, et notamment dans l'abri 2 qu'on va aller voir maintenant, on suspectait des objets arrivés depuis le sommet, il fallait qu'on ait un référentiel technologique et taphonomique pour pouvoir éventuellement discriminer ce bruit de fond de pollution. Voilà raison pour laquelle on a fait ce petit sondage minuscule ici, qu'on a appelé Top of the Hill, T-O-T-H. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette première partie d'archives filmiques. Il n'aboie pas.